Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique spécial 2500e. Et oui, en un peu plus de 7 ans, ça commence à faire beaucoup de vidéos. Et comme à chaque palier de 100, il va être question ici d'une œuvre culte ou d'un film qui m'est très cher. Là on peut dire clairement les deux, sorti en 1995, Les Trois Frères, qui fêtera d'ailleurs plus tard cette année ses 30 ans. Le premier long métrage réalisé et écrit par les inconnus, enfin deux d'entre eux crédités, Bernard Campan et Didier Bourdon, mais Pascal Légitimus n'est jamais loin sur quelques idées. Le trio était déjà apparu au cinéma 10 ans avant dans Le téléphone sonne toujours deux fois, que j'ai évoqué il y a quelques semaines comme pour préparer le terrain, à l'époque où ils étaient 5. Voilà. Et alors ici, évidemment, on est face à un pan absolu de ce qui est pour moi la comédie française des années 90 qui a marqué mon adolescence. Que j'avais découvert, non pas sur grand écran, mais à la télé sur Canal+, j'y avais inséré une VHS et ça m'a permis quelques revisionnages bien pensés qui m'ont fait apprendre malgré moi certaines répliques par cœur. Et puis après, le film il est ancré à jamais en toi et dans ton ADN. Et au fur et à mesure des revisionnages, forcément tu évolues, tu gardes une certaine attache nostalgique, tu peux y voir certains problèmes si tu veux, mais bon, dans le contexte de l'époque, hein, et encore, par rapport à certains sketchs très acerbes, ça reste soft là, parce que les inconnus, croyez-moi, c'était pas détendre, hein. Cherchez là les envahisseurs ou la France en 2035, vous verrez que ça peut faire grincer des dents, et que même parfois ça a été récupéré par une certaine frange politique dont je tairai le nom. Mais restons ici donc sur ce grand moment de divertissement comique, humoristique, pour une comédie sociale, dramatique quand même sur certains points, où au casting, les trois inconnus sont présents dans les rôles principaux, mais à côté, nous avons plein de gens qu'on reconnaît, qui étaient plus ou moins débutants à l'époque, comme le jeune Antoine Dumerle, qui joue le petit Michael, qui sera là aussi dans la fameuse suite sortant 19 ans après, 2014, sur laquelle je reviendrai, hein, parce que c'est un cas d'école de comment ça ne peut pas fonctionner quand on essaye de reprendre les mêmes ingrédients, mais qu'on est à la bourre. Enfin, c'est trop tard, quoi. Bref, bon, il y a eu d'autres cas comme ça, hein, Les Visiteurs 3, par exemple, hein, pour ne citer que celui-ci. Du côté féminin, nous avons Anne Jacquemin, Marine Jolivet, ou la regrettée Annie Callan, qui joue Madame Rougemont, tandis que son mari, Monsieur Rougemont, est joué par, lui aussi le regretté, Pierre Méran. Nous avons Bernard Farcy, là, avant la saga Taxi, qui joue le patron de Pascal, avec son associé interprété par Elie Semoun. Je crois que c'est son premier rôle au cinéma, si je ne me trompe pas, du moins hors figuration. Henri Courceau, qui joue le fameux notaire, avec cette scène cultissime du « l'état temporis ». Oh non, ça ne plaît pas, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Il l'avait prévenu pourtant, hein, mais bon, celle-ci, on la voit même hors des films tout le temps. Hein. Tandis que le fameux huissier de justice, Maître Gonzalez, est joué par quelqu'un qui n'a pas vraiment eu d'autres rôles marquants, à savoir Jean-François Pastou. Mais il y a aussi, par exemple, des Deschiens, hein, oui, autre troupe comique de l'époque, Yolande Moreau, qui deviendra après une grande actrice, et Bruno Locher, et quelques apparitions de Claude Berry, qui produit le film et qui joue le président à la fin, dans le procès au tribunal, et Pascal Nzonzi, avant qu'il ne soit connu, lui, dans une autre forme de saga humoristique plus moderne, dont j'ai pas envie de citer le nom, parce que c'est pas très bien. Voilà, mais c'est pas grave. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Les Trois Frères? Parce qu'il y a une histoire derrière, quand même. C'est pas que un enchaînement de sketchs à séquence et des répliques cultes avec des dialogues marquants, mais quand même. Donc, trois frangins qui ne se sont jamais connus. Enfin, des demi-frères. Et rappelons que deux demi-frères ne font pas un frère. C'est une réplique qui me fait marrer, mais bon, après, c'est les liens du cœur qui comptent, au-delà des liens du sang. Bref, ils ne se sont jamais vus et ils vont se retrouver chez le notaire à apprendre qu'ils vont pouvoir hériter d'une belle somme d'argent laissée par la maman. Bon, 1 million à se partager, enfin 1 million de francs d'époque, quand ça me fait marrer, parce que c'est francs nouveaux, mais là maintenant on est passé aux euros, donc on est vraiment dans... À l'époque, c'est... Oh, des francs nouveaux, oui, bon maintenant on est aux euros. Bref, sauf qu'ils sont arrivés un peu à la bourre chez ce notaire. Enfin l'un des trois, c'est Bernard, hein, c'est à cause de lui, sinon ils auraient eu l'argent, ils auraient eu hein, chacun leurs 300 patates. Hein. Mais, donc, autre rendez-vous une semaine après, catastrophe, entre-temps, le délai est passé à cause du codicile, hein, l'usufruit de votre code-part entière divisé, l'histoire du jus de fruits, fameux, héritage à pu. Donc c'est là où l'huissier se fait taper dessus, grand moment comique et assez fou d'ailleurs, parce qu'il y a un nœud dramatique derrière,
Et après cela, les trois frères vont avoir beaucoup de problèmes, parce que deux d'entre eux ont commencé à dépenser beaucoup d'argent, ou à faire des bêtises. Hein, je vais faire un petit point sur chaque personnalité après. Pascal, qui aurait gardé la tête sur les épaules, lui non plus, en fait, il a fait des fausses promesses de placement en bourse. Donc, de fil en aiguille, deux qui ont des problèmes déjà dans leur vie, le troisième qui pense être casé dans son boulot va le perdre. Et donc, les frères Mickey, vous connaissez l'histoire, après vont se retrouver tous les trois, avec en plus un gamin à charge malgré eux, le petit Michael, que Didier va récupérer, parce que bon, il voulait inviter une ex qu'il avait rencontrée là, et il se rend compte que l'enfant qui est là, c'est peut-être bien le sien. Et comme la maman n'est pas là, elle est hôtesse de l'air, et qu'il ne voulait pas le laisser seul, même s'il avait l'habitude, bizarre, hein, cet enfant livré à lui-même comme ça, eh bien la maman va croire que Michael a été kidnappé par son ex Didier, et donc les trois frères vont partir en cavale. Une sorte de road movie qui va être surtout précipité par le fameux huissier de justice qui vient saisir là, des trucs, et qui finit dans la baignoire. Mais pas comme Code François quand même. Moment de timing d'ailleurs avec la radio là, dans la voiture, assez fameux. L'un des moments cultes humoristiques du film. Mais bon, il y en a au moins une dizaine, une centaine d'autres. Et après, voilà, on est dans ce dernier tiers un peu plus posé, un peu plus mélancolique, où ils ne savent pas où aller. Ou peut-être, au-delà de leur bêtise à voler, à ne pas payer, il va avoir un espoir grâce à un ticket de millionnaire. Et avec 3 télés. Ou pas, mais oui, du coup. Bref, c'est un film qui se laisse dévorer sur plein de points. Et c'est bizarre parce que à chaque fois que je le revois, ces 10-20 dernières années, depuis que je suis sorti de l'adolescence, alors à la fois tu es dans la nostalgie, le souvenir, tu es dans le moment humour gras, etc. Puis tu vois ton évolution personnelle et à certains moments j'étais un peu ennuyé et tout. La dernière partie était le moins bien que le reste. Mais en fait, là, sur ce dernier visionnage, là, juste avant cette vidéo, je me rends compte qu'elle est bien dans la mélancolie, cette ultime partie où il y a peut-être moins de punchline. Oh, il y a des moments très forts, hein. La société, elle a que des problèmes. Oh, la société, elle a mauvaise haleine. Bref, et les petits trucs derrière dans les montagnes du Sud où on contemple le vide. Oui, le vide social de 3 personnes qui finalement sont sans attache. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est cité plusieurs fois, qui se drivent tout seuls, qui ont été abandonnés, hein, qui n'ont pas eu de parents, et qui peut-être expliquent aussi certaines forme un peu borderline de leur comportement. Parce que voilà, on a un Didier, par exemple, vigile dans un supermarché qui se la joue, là, et qui est quand même une idée assez basse des choses, dans le sens où il veut absolument épouser une Rougemont là, pour se caser niveau argent, alors qu'il ne l'aime pas et qu'il la trouve moche. Et en plus, il ne supporte pas ses prochains beaux-parents. Mais lui aussi, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas respecté les femmes. Il a laissé tomber celle qui deviendra la mère de son enfant, mais il ne le sait pas. Et on voit qu'il essaye de collectionner les trucs et qu'il est très médisant envers la gente féminine de toute façon. Donc vous avez ça. Puis un petit côté un peu... Oui, il ressort une forme de racisme qu'il aurait peut-être hérité de son entourage Rougemont pendant plusieurs années, plusieurs mois, je ne sais pas. Donc il y a ce personnage-là qui est quand même très critiquable. Il y a le personnage de Bernard qui est un peu le parasite et qui n'est là que par intérêt pour plein de choses, parce que bon, s'il peut squatter et tout, bah allez-y. Hein. Faut dire que lui, il n'a pas vraiment d'emploi, il squatte, il dort, il ne sait pas où dormir, quoi. Il n'a vraiment pas de domicile fixe, hein, le gars. Et t'as alors à la rigueur Pascal, là, qui est le plus posé, mais qui s'est laissé totalement séduire par les sirènes d'une sorte de capitalisme marketing très à la mode déjà dans les années 90, qui maintenant depuis a explosé, hein, dans cette boîte de com, là, où il ne se rend pas compte qu'il est le larbin de service, et que le patron, il n'est là que pour éventuellement se servir de lui en apprenant qu'il a du pognon, parce que cette boîte, visiblement, elle fréquente des trucs, voilà, avec de l'argent sale. Il y a donc ces 3 personnes qui sont complètement paumées, chacun à leur manière, qui sont très différents, mais en fait, qui sont un peu les mêmes. Donc du coup, ils vont se friter, pardon, et parfois aussi s'apprécier, mais c'est compliqué. Ce qui donne un tempo comique aussi dans leur personnalité, dans leurs relations. Et derrière, évidemment, on va se souvenir forcément de répliques cultes, de scènes marquantes, que je ne vais pas énumérer ici, je l'ai déjà fait indirectement en citant par exemple quelques composantes du casting, mais ça fonctionne. Évidemment, donc, ça peut être un peu frontal, sur le regard donc sur les femmes, j'en ai parlé, on ne va pas y revenir, c'est les années 90, c'est les inconnus,
c'est donc le contexte social qui fait que. Le regard quand même sur la société qui a mauvaise haleine, ça en dit long. Et après, sur un... Ouais, ce sont des orphelins du monde en fait. Pas forcément que des orphelins de leur mère et des pères qu'ils n'ont jamais connus, pour chacun, mais aussi de cette société tout simplement, qui soit les exploite, soit ne les a jamais vraiment insérés de façon normale. Alors, il y a tout ce discours-là que vous pouvez faire. Les inconnus, ils avaient une façon de regarder le monde, dans leur sketch, ça se voit, qui peut être critiquable, qui peut être en effet, à certains moments, récupérable facilement parce que, quand on joue dans le politiquement incorrect et qu'on fonce dans des portes ouvertes, parfois, ça peut créer des choses, mais au moins, à chaque fois, voilà, ils tapaient sur tout le monde. Vraiment, tout le monde y est passé, dans les inconnus. Dans le film, évidemment, ils n'ont pas le temps de taper sur tout, parce qu'il faut quand même une intrigue et une écriture, mais on sent voilà, que le mal est là, et eux, ils évoluent, en subissant aussi cet univers-là, qui fait que ce sont quand même des gens très discutables sur pas mal de points. Donc oui, on peut trouver des choses problématiques, mais en fait, c'est la façon qu'ils avaient, du coup, de dépeindre un petit peu le monde dans lequel ils vivaient et cette modernité de l'époque. Voilà. Bon, évidemment, depuis, ils ont fait chacun leur petit bonhomme de chemin, avec plus ou moins de réussite, que ce soit artistique ou humaine, mais bon, ça, on va pas entrer dans les détails. Et ce qui m'a marqué, moi, voilà, ce dernier revisionnage, c'est que cet humour, ce tempo comique fonctionne aussi, pas forcément cinématographiquement par une mise en scène pure, c'est presque un téléfilm mis au cinéma, il faut l'avouer, mais sur cet aspect simple, le montage, qui peut paraître académique, et en soi il l'est, mais qui est parfaitement ciselé là où il le faut, quand il y a une réplique qui doit avoir un rebond derrière, une répercussion. J'ai pas d'exemple particulier, enfin si, tiens, par exemple, il y a vraiment un au hasard, je le tire du chapeau comme ça, c'est quand Didier a pris le petit truc Walt Disney, là, à un moment, il voit des trucs de Disney partout, à un moment, oh, regarde, il y a Atchoum, puis il y a un plan sur donc, une personne de petite taille qui fait salut, qui comprend pas pourquoi, voilà, il fait coucou parce qu'il a vu que l'autre faisait coucou, et, ah mais t'as vu, il y avait Atchoum, enfin des trucs comme ça, les petits moments à la radio qui apparaissent aussi, ça va, hop, c'est très bien écrit, et c'est très bien agencé sur, donc, sur le découpage. Après, la mise en scène, elle est factuelle pour ça aussi. Quand on veut faire un bon film comique, il est difficile de trop jouer sur des mouvements de caméra, etc. On peut, mais c'est pas facile. C'est très compliqué de mettre en scène une bonne comédie, on s'en rend pas forcément compte et tout. Mais quand le chant contre chant fonctionne au bon tempo, ça suffit. Pas besoin d'esbrouf supplémentaire. Et là, franchement, Didier Bourdon et Bernard Campan, parce que c'est eux derrière la caméra, font un très bon boulot. Donc voilà, jusqu'au bout, même si c'est vrai qu'il peut y avoir un petit ventre mou à arriver avant le dernier acte, il est nécessaire aussi pour arriver à un point où ils ne savent plus où aller. Le road movie ne peut pas durer éternellement. À un moment, c'est vrai qu'il y a une sorte de faux rebond avec les 3 télés, là, mais c'est totalement illusoire. D'ailleurs, on voit cette violence, cette violence dans laquelle ils ont l'absence qui a été violente pour eux, les mène à une forme de violence perpétuelle contre du coup la société au sens large, à partir sans payer, à frapper un peu. Ah oui, on peut être content, super, un huissier, il a l'air bien méchant et tout, et borné, mais bon, il finit quand même mal et il t'a 2 doigts de mourir. S'il était mort, c'était la même chose, vu la scène, bon, ils ont eu du bol, entre guillemets, de ne pas être accusés de meurtre, là. Donc vous voyez, il y a quand même un discours derrière, puis bon, l'abandon, l'absence des pères, même l'absence de la mère, enfin, même pour le petit, avec l'hôtesse de l'air qui n'est jamais là, mais elle bosse pour son fils, et le père qu'elle n'a jamais, c'est Didier, il y a une sorte ici de lien qui se fait avec ce tatouage et tout, là, enfin ce tatouage, cette marque de naissance plutôt, c'est passionnant ça, il y a quand même une idée derrière où ça peut toucher aussi ce genre de film. Donc voilà, histoire d'orphelins, histoire de frères, de faux frères, un peu à l'image de ces inconnus, de ces 3 potes, qui sont comme des frères mais pas vraiment, et ils ont bien mis en scène cela. Bon, je ne vais pas revenir après sur ce qui a suivi, parce que l'un de leurs producteurs à eux, qui a coproduit le film, Lederman, n'était pas très content et a refusé qu'ils rejouent ensemble pendant au moins 5-6 ans, jusqu'au Roi Mage. Bon, les Rois Mages, j'en parlerai, c'est moins pire que les 3 frères à le retour. Entre-temps, il y a eu le plutôt bon, Le Pari, mais sans Pascal Légitimus, sauf sur une scène, si vous faites un arrêt sur image, où on voit les 3 ensemble. Mais ça, voilà, ça sera d'autres occasions, d'autres procédés critiques à l'avenir. Restons sur les 3 frères ici, n'hésitez pas à dire votre ressenti par rapport à ce métrage. Est-ce qu'il est culte pour vous?
vos souvenirs donc en lien avec celui-ci, vos scènes préférées, vos répliques cultes, balancez tout ici. Et si vous avez eu du mal en le découvrant récemment, parlez-en aussi, c'est intéressant. Mais je connais même des gens qui l'avaient vu plus ou moins à l'époque et qui n'ont jamais aimé. Hein. C'est quelque chose qui peut ne pas être universel non plus, même pour quelqu'un qui est dans la quarantaine comme moi. Voilà, moi c'est tombé au bon moment et moi j'étais un peu à dos gras dans l'humour quoi aussi à l'époque. Ça reste ça reste, même si après tu te remets en question et que tu évolues, il y a des trucs qui restent. Voilà. Bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!